Nous ne parvenons toujours pas à trouver l'origine du signal mystérieux qui nous parvient depuis 2018. Nous le recevons toutes les 22 minutes, et rien ne peut l'expliquer. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre que nous n'avons pas encore rencontrée. Ce signal radio étrange n'a pas été découvert par un chercheur au cours d'une mission sérieuse. À vrai dire, il a été remarqué par un étudiant qui travaillait simplement sur un projet ordinaire dans le cadre de ses études. Tyrone O'Doherty, étudiant du premier cycle à l'université Curtin d'Australie, passait en revue d'anciennes données de la voûte australe. Il recherchait d'éventuels signaux radio intermittents lorsqu'il est finalement tombé sur un signal datant de 2018 et qui semblait émettre des ondes radio en direction de la Terre à la façon d'un phare. Enthousiasmé par sa découverte, Tyrone l'a partagé avec sa mentor, la radioastronome Natasha Hurley-Walker. Elle s'est plongée dans la recherche de ce signal, en quête d'une percée scientifique. Mais en dépit de l'examen de différentes fréquences, ils ont atteint une impasse. C'est à ce moment que Walker a décelé un certain schéma. Le signal se répétait toutes les 18 minutes. C'était énorme. Mais à l'instant où il se préparait à l'étudier plus en détail, pouf, le signal a disparu après seulement 3 mois, ne laissant aucune trace. Refusant de baisser les bras, Walker et son équipe ont à nouveau scruté le ciel, espérant y trouver un indice. Des mois ont passé, mais rien n'a été découvert. Ils étaient prêts d'abandonner, lorsque, soudain, un nouveau signal s'est manifesté. Il a continué à se répéter pendant 5 minutes. Puis, il a disparu, avant de réapparaître exactement 22 minutes plus tard. La grande question était de savoir si ce signal était lié au signal précédent de 18 minutes. Et, pour le découvrir, le Dr Hurley-Walker s'est replongé dans les anciennes données radio de cette zone. Au fur et à mesure qu'ils creusaient, ils ont réalisé qu'en effet, ces signaux n'étaient pas nouveaux. Ils avaient été émis en direction de la Terre depuis 35 ans. Des télescopes indiens et américains les avaient déjà repérés en 1988, mais ils avaient été noyés par l'afflux d'autres données. C'était une excellente nouvelle pour les astronomes, car cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant calculer la distance qui les séparait de cet objet mystérieux. Après avoir fait le compte, ils ont constaté qu'il était incroyablement éloigné, même à l'échelle cosmique. Il se trouvait à 15 000 années-lumière de la Terre. À présent, la seule chose qu'il leur restait à découvrir était la nature précise de cet objet. Walker et son équipe ont commencé à le comparer à tous les émetteurs connus d'ondes radio. Pourtant, sa source demeurait un mystère. Les signaux continuaient d'apparaître toutes les 22 minutes sur les écrans de la NASA, se concluant toujours par le frustrant message « Aucune correspondance trouvée ». Les scientifiques l'ont baptisé JI-83910. Certains croient que ce signal pourrait provenir d'un peuple extraterrestre. Peut-être est-ce le signal que le programme SETI de recherche de formes d'intelligence attend depuis si longtemps. Ce projet opère depuis plus de 50 ans et tente d'apporter des preuves de l'existence d'une vie au-delà de notre planète. Il scrute également le ciel en quête d'ondes radio, d'impulsions laser et d'autres signaux mystérieux. Alors, peut-être est-ce une façon pour les extraterrestres de nous communiquer leur emplacement. Bien que tout cela puisse sembler excitant, nous devons nous garder d'en tirer des conclusions hâtives. Pour commencer, nous n'avons aucune preuve tangible. En l'absence de preuves concrètes, tout cela n'est que spéculation. Et puis, il existe d'autres explications plus plausibles. Le plus probable est que ce signal provienne d'un phénomène naturel, et il y a quelques théories à ce sujet. La première théorie est celle du pulsar. Imaginez une immense étoile dans l'espace, bien plus grande que notre Soleil. Parfois, ces grandes étoiles achèvent leur vie au cours d'un événement spectaculaire, appelé supernova. Quand cela se produit, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, devenant incroyablement compact, comme si vous compressiez tout le contenu de cette étoile dans un espace infime. Ce noyau minuscule et extrêmement dense est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Certaines de ces étoiles à neutrons sont très particulières. Nous les appelons pulsars. Ils tirent leur nom du fait qu'ils semblent pulser d'énergie, tels des phares dans l'espace. Ces pulsars possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants, bien plus que ce que l'on trouverait sur Terre. Ils sont comme d'énormes aimants cosmiques. Et, en raison de cela, ils projettent des faisceaux d'énergie. Ils tournent également très vite, de sorte que ces faisceaux d'énergie semblent clignoter à mesure qu'ils tournent. Cela dit, l'étrange signal que l'on a détecté semble avoir quelques similitudes avec les pulsars. Mais ce n'est pas tout à fait ça.
Les pulsars ont une durée de vie généralement prévisible. Ils ralentissent au fil du temps et finissant par interrompre leurs signaux radio. En revanche, notre signal mystérieux semble assez persistant et clignote bien au-delà de l'espérance de vie attendue d'un pulsar. Peut-être que ce n'est tout simplement pas un pulsar typique, ou pas un pulsar du tout. Il y a aussi la théorie du magnétar. Un magnétar est un autre type d'étoile à neutrons. Ils sont comme des versions surchargées des pulsars, avec des champs magnétiques encore plus puissants et des périodes de pulsation légèrement plus longues. Peut-être est-ce la cause de la persistance de notre signal ? Cependant, lorsqu'on a examiné ces données, on a réalisé que le signal ne correspondait pas non plus aux pulsations d'un magnétar. Les magnétars n'émettent pas seulement des ondes radio, mais aussi de puissants rayons X car ils sont très chargés en énergie. Mais le signal que l'on a reçu ne comportait que des ondes radio. Nous avons donc déduit qu'il ne s'agissait ni d'un pulsar ni d'un magnétar. Le signal se comporte étrangement et suggère une source non naturelle. Cela signifie qu'il pourrait y avoir quelque chose dans l'univers que les scientifiques n'ont pas encore pleinement saisi. Et il y a enfin un corps spatial au sujet duquel nous ne savons pas grand-chose. La dernière théorie est celle du pulsar nain. Un pulsar nain est une étoile qui émet un clignotement régulier, similaire au pulsar, mais qui prend beaucoup plus de temps entre chaque pulsation. Habituellement, les naines blanches sont formées des restes de petites étoiles. Elles ne clignotent pas, parce que leur champ magnétique n'est pas aussi puissant que celui des pulsars. Mais quand une naine blanche devient assez lourde, atteignant presque la masse de notre Soleil, elle devient extrêmement dense et commence à pulser, en raison de son fort champ magnétique, tout comme ces derniers. Elles ont une particularité intéressante. Les naines blanches sont faites d'électrons et non de neutrons, ce qui est le cas des pulsars. Lorsque ces électrons chargés commencent à danser avec le champ magnétique, ils émettent des éclairs de lumière périodiques, qui se produisent toutes les 100 à 1000 secondes. Comme vous vous en souviendrez, notre signal a une période de 22 minutes, soit 1320 secondes. C'est un peu plus long que les pulsars nains blancs ordinaires, mais c'est ce qui semble le plus proche de la vérité. Jusqu'à présent, il semble que ce soit l'explication la plus plausible. Mais même cette théorie n'est pas encore tout à fait confirmée. Cela montre simplement combien de l'univers il nous reste encore à découvrir. Comme les sursauteurs radio rapides, ou FRB par exemple, un autre type de signal mystérieux que nous avons détecté. Ce sont comme des émissions rapides et intenses d'énergie sous la forme d'ondes radio, et ils recèlent énormément d'énergie. Les FRB sont si puissants qu'ils peuvent parfois briller plus fort que des galaxies entières. Imaginez ceci. Ils en dégagent autant en quelques millisecondes que notre Soleil en 3 jours entiers. Ces explosions se produisent partout dans le ciel et à des fréquences extrêmement élevées, bien que certaines se soient déjà produites à des fréquences plus basses. Chaque jour, nous détectons environ 10 000 FRB dans le ciel. Certains d'entre eux se répètent, mais la plupart ne se produisent qu'une fois et disparaissent à jamais. Hélas, la plupart d'entre eux ne durent qu'une fraction de seconde, et au moment où leur énergie nous atteint, elle est 1000 fois plus faible qu'un signal de téléphone portable en provenance de la Lune. C'est pourquoi, en dépit de leur luminosité, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à leur sujet. Nous essayons toujours de comprendre ce qui cause ces FRB. Ils pourraient provenir de différentes sources, comme des magnétars mentionnés plus tôt, d'étoiles entrant en collision, ou même de galaxies fusionnant entre elles ou de naines blanches. Alors que ces sursauts voyagent dans l'espace, ils accumulent des informations sur l'environnement cosmique qu'ils traversent, comme les nuages de gaz interstellaires. Il est cependant très peu probable que les FRB soient des messages envoyés par des entités extraterrestres. Non seulement parce qu'il y en a des milliers tous les jours, partout dans le ciel, mais aussi parce que nous savons que la source de ces explosions doit elle-même receler énormément d'énergie. Nos voisins devraient disposer d'équipements plus puissants que des galaxies entières pour cela. Mais le fait est que, bien que tous ces signaux soient fascinants, il reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. Tout le monde embarque! Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet, s'il te plaît. Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperespace.
Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnel. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement. Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bâbord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43 ? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle. Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ce à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçues pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle. Et c'est parti! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperespace. Alors que nous nous approchons de l'amas d'étoiles du trapèze au centre, l'étoile brillante Θ C envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de km/h, qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Θ C est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ 1 million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert, et la poussière brille en jaune orangé. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Persée et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques. C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leur noyau. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée, contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamiques, appelée la nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un grand nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme accrété, mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s, c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec ? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde.
La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère. Ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo, alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'univers. La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études poussées. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les taches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. Monsieur Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la Lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana, et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Edward Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest et visiterons l'une de ses compagnes naines de l'énorme galaxie, M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi 2 noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3,5 milliards de masse solaire. M110, ou NGC 205 si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée,
ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110. Et maintenant, notre dernier arrêt, M33, la galaxie du Triangle, la troisième et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du Triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La galaxie du Triangle se trouve à 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, mais elle est beaucoup plus proche de la galaxie d'Andromède et se déplace vers elle. Si les deux galaxies spirales entrent en collision, cela pourrait modifier la trajectoire de la galaxie d'Andromède et empêcher sa collision prévue avec la Voie lactée. Et maintenant, un message important. Nous servirons le dîner lors de notre voyage de retour sur Terre. Tu as le choix entre du poulet ou du poisson. Nous espérons que tu as apprécié le voyage. Et si tu remplis notre questionnaire et que tu nous mets 5 étoiles, tu pourras même avoir un dessert. Bien des questions restent sans réponse en physique. Comment la matière et l'énergie universelle sont-elles apparues? D'où vient la gravité? La liste est longue. Nous travaillons depuis des années à obtenir des réponses. Une personne mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Paramahamsa Tewari, l'auteur de la théorie dite des vortex spatiaux. Qu'est-ce que cette théorie et que nous dit-elle des lois cachées de l'univers? Nous allons voir ça. Paramahamsa Tewari est l'ancien directeur exécutif de la Nuclear Power Corporation en Inde. Il a repris la théorie des tourbillons proposée pour la première fois par René Descartes pour tenter d'expliquer la pesanteur et l'a finalisée. Tewari a toujours été inspiré par la physique et ses maîtres, et ce depuis l'époque où il étudiait l'ingénierie électrique. Après une étude rigoureuse de certaines lois, il a découvert de nouvelles équations définissant la matière, ainsi que la masse et la charge de l'électron. Il a ensuite élaboré sa théorie des vortex. Cette théorie visait à expliquer certains phénomènes mystérieux, notamment la création de l'électron et des champs d'énergie gravitationnelle, électrostatiques et électromagnétiques, ainsi que d'autres choses. Elle décrit également les 6 lois cachées de l'univers qui sous-tendent notre monde. Mais tout d'abord, voyons cette théorie. La théorie des vortex spatiaux suggère que l'univers est constitué de vortex, ou de réseaux d'énergie tourbillonnants. Et, selon Tewari, ces tourbillons seraient les éléments fondamentaux de l'univers. Ils seraient un peu le moteur des lois de la physique et des principes fondamentaux de notre monde. En gros, tout dans l'univers serait connecté et interconnecté grâce à ces tourbillons. Cette théorie n'est pas vraiment basée sur des observations réelles, mais plutôt sur des modèles mathématiques et informatiques. Par exemple, certains modèles informatiques ont montré comment ces tourbillons fonctionnent en hydrodynamique et en physique des plasmas. Ils ont montré que les tourbillons dans ces systèmes peuvent avoir un point d'attraction central et être interconnectés. D'autres modèles ont permis d'étudier comment l'énergie se déplace à l'intérieur des tourbillons, en créant différentes fréquences et vibrations. Mais certains experts ont reproché à Tewari de n'utiliser que des modèles et des simulations. La plus grande critique est que cette théorie ne peut pas être réellement testée. Elle repose sur les mathématiques et non sur des données expérimentales. Pour cette raison, elle n'est pas acceptée de manière officielle par les scientifiques. Mais elle est tout de même intéressante et apporte un point de vue unique sur l'univers et notre compréhension de ses lois. Par exemple, selon Tewari, l'univers posséderait des principes cachés qui seraient à l'origine de la création de la matière fondamentale, de son assemblage et de son mouvement. Quelles sont ces lois et que nous disent-elles? Jetons-y un coup d'œil. Loi 1. L'univers ne possède qu'une seule entité primordiale, l'espace, c'est-à-dire le vide absolu, qui structure la matière. Selon cette loi, l'espace est l'élément fondamental de l'univers et il est responsable de la structuration de la matière. Elle suggère que l'espace est l'entité fondamentale qui crée et conserve la structure de la matière, et que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, comme les électrons et les positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux.
On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces briques? L'espace, bien sûr. L'espace leur donne une forme et une structure. Comme ta boîte de Lego retient toutes tes briques colorées. Cette première loi stipule donc que l'espace est l'élément fondamental qui structure la matière et assure la cohésion de l'univers. Loi 2. La matière est constituée d'une seule sorte de particules fondamentales, les électrons et les positrons. Cette loi stipule que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, l'électron et le positron. Ce sont les briques de Lego dont nous venons de parler. Selon cette deuxième loi, ces minuscules particules invisibles constitueraient tout, de l'atome minuscule à l'immense galaxie. Quelle que soit la forme ou la taille de notre construction en Lego, elle est toujours constituée des mêmes éléments. Loi 3. La distribution des champs dans l'espace, telle que reconnue par la physique contemporaine, liée à la matière et émanant d'elle, est issue d'un seul champ fondamental dans l'espace. Cette loi stipule que les champs reconnus par la physique contemporaine, tels que les champs électromagnétiques et gravitationnels, sont des effets découlant d'un seul champ fondamental dans l'espace. Elle suggère que ce champ fondamental est responsable de la création de tout ce que nous observons dans l'univers. Tentons de simplifier les choses. Cette fois, imagine que l'univers est comme un grand terrain de jeu. Les différents champs que nous observons, comme le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, sont comme différents jeux présents sur ce terrain. Mais l'important, c'est que nous sommes toujours dans un seul et même espace fondamental, le terrain de jeu lui-même qui maintient tout ensemble. Selon cette troisième loi, sans le terrain de jeu, nous ne pourrions jouer à aucun jeu. Et sans ce champ fondamental dans l'espace, nous ne pourrions observer aucun champ dans l'univers. Loi 4. Il n'y a de vide dans l'espace nulle part dans tout l'univers, sauf au centre des particules fondamentales de la matière, électrons et positrons. Cette loi stipule qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'univers et que tout l'espace est rempli par le champ fondamental, celui dont nous avons parlé précédemment. Les électrons et les positrons se trouvent partout, et même les choses que nous considérons comme vides, comme le vide, sont en fait remplies de minuscules particules. Selon cette loi, les seuls espaces vraiment vides que nous pouvons trouver dans l'univers se trouvent au centre des particules fondamentales, électrons et positrons. Loi 5. À partir d'une seule constante universelle fondamentale, toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine sont dérivables. Cette loi stipule que toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine peuvent être dérivées d'une seule constante fondamentale. Toutes les constantes de la physique sont interconnectées et peuvent être expliquées par un seul principe fondamental. Je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé de te servir de ton imagination, mais sois patient avec moi. Cette fois-ci, imagine que l'univers est une grande recette de cuisine. Toutes les constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck, sont des ingrédients. Ils sont en grand nombre et tous très différents. Mais, tout comme tous les ingrédients d'une recette sont interconnectés et s'assemblent pour former un seul plat, toutes les constantes de la physique s'assemblent pour former l'univers. Et tout comme une recette a un ingrédient principal qui maintient tout ensemble, la physique a également une constante fondamentale unique qui maintient tout ensemble. Loi 6. La structure spatiale de la matière fondamentale sous-microcosmique se répète uniformément dans les structures spatiales des corps macrocosmiques comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette loi stipule que la structure des particules fondamentales qui composent la matière se répète uniformément à toutes les échelles, des particules subatomiques aux grands corps macrocosmiques. Elle suggère que les mêmes principes fondamentaux régissent la structure de la matière à toutes les échelles. Revenons à notre analogie culinaire. En utilisant différents ingrédients et en les combinant de différentes manières, notre cuisinier peut créer de nouveaux plats. Ces plats seront tous différents, et ils peuvent être très simples ou très complexes. Mais en les créant, le cuisinier applique toujours les mêmes principes et les mêmes connaissances. De la même façon, l'univers crée différentes structures, des atomes aux galaxies en passant par les étoiles et les planètes.
Mais il utilise toujours les mêmes principes fondamentaux pour créer toutes ces choses. Cette loi suggère donc que la structure des particules fondamentales qui composent la matière est répétitive et uniforme à toutes les échelles. Voilà les 6 lois fondamentales de l'univers, selon Théorie. Et même si tout ça n'est pas accepté par la science officielle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Salut les amis! Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pentacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace.
On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? C'est le dernier match de l'année. Des millions de téléspectateurs sont scotchés à leur écran de télévision. Les 50 000 personnes présentes dans les tribunes du stade retiennent leur souffle. Tout le monde attend de voir qui va gagner le match. C'est de ce résultat que dépendra le vainqueur de cette année. Les fans les plus bruyants ont cessé de chanter. L'air est devenu épais comme du sirop. C'est si calme qu'on peut entendre les battements de cœur des spectateurs. Le lanceur regarde la balle une dernière fois. Il tient compte de la vitesse du vent et se prépare à offrir la victoire à son équipe. Lancement. La balle vole à travers le stade. Mais la réaction du batteur est parfaite. Et alors, l'incroyable se produit. L'énergie de l'impact accélère la balle à la vitesse de la lumière. Ok, arrêtons-nous là, je dois expliquer cela. Rien dans l'univers ne peut atteindre la vitesse de la lumière s'il a de la masse. Pour une personne, une voiture, une fusée, même une comète, cette vitesse est hors de portée. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, lorsqu'un objet se déplace, sa taille diminue et sa masse augmente.
Si un avion accélérait jusqu'à la vitesse de la lumière, sa masse serait inférieure à sa longueur. 0. C'est impossible. Mais vivre selon les règles est ennuyeux, même si ce sont les lois de la physique. Je suis sûr qu'Einstein aimerait notre idée. Donc, dans notre monde sans loi, le batteur frappe la balle et elle s'envole à 300 000 km par seconde. En seulement une seconde, la balle ferait 7,5 fois le tour de la Terre. Les spectateurs, l'herbe du stade, les molécules d'air, tout autour est figé. Seule la balle avance. Le petit projectile s'envole hors du stade, déchire l'atmosphère et part dans l'espace. Et là, horreur, la balle s'écrase à pleine vitesse sur la Station spatiale internationale. La station n'a aucune chance. Un objet à la vitesse de la lumière va tout balayer sur son passage. Cette histoire est impossible, non seulement parce que la batte d'un joueur de baseball se briserait sous un coup pareil. Une petite balle de cuir et de caoutchouc déclencherait, au centre d'un stade, un éclair plus lumineux que le soleil. Cette lumière brillante sera suivie d'une explosion thermonucléaire. Lorsque le batteur propulse la balle à la vitesse de la lumière, le spectacle commence. La balle se déplace si vite que les molécules d'air n'ont pas le temps de circuler autour d'elle. Les atomes des molécules d'air frappent la balle et se mélangent à ces atomes. Des rayons gamma apparaissent. Ils brisent les molécules. L'air autour du batteur se transforme en plasma rouge et brûlant. L'arbitre et le receveur ne sont pas non plus à envier. Essayent de jouer au baseball dans de la lave volcanique. Tout cela se passe en quelques nanosecondes. Il y a 1 milliard de nanosecondes dans une seconde. Les yeux et le cerveau des gens n'ont pas le temps d'analyser ce qui se passe devant eux. La balle se brise en petits morceaux. Elle ressemble maintenant à un nuage de plasma brûlant. Il s'agit de carbone, d'oxygène, d'azote et d'hydrogène. Le stade est englouti par le plasma et les rayons X. À des kilomètres à la ronde, il n'y a guère plus qu'un désert. Le paysage ressemble à la surface de la Lune ou de Mars. Regardons ça au ralenti. La lumière brillante s'allume en premier, puis une boule de feu apparaît au milieu du stade. Boum! Le bruit de l'explosion te parvient. Une colonne de feu éclate dans le ciel et se transforme en un nuage étrange qui ressemble à un énorme champignon. N'oublie pas l'onde de choc. Elle arrache les arbres du sol et brise toutes les fenêtres des environs. Heureusement, dans le monde réel, cette situation est impossible. La Station spatiale internationale a assez de problèmes sans balles de baseball. Voici le terrain de football américain. Et voici l'ISS. La station pèse 420 tonnes. C'est le plus grand vaisseau spatial jamais construit par l'homme. La taille et le poids de 320 voitures n'empêchent pas la station de voler à 8 km par seconde. L'ISS tourne autour de la Terre 16 fois par jour. À cette vitesse, n'importe quelle particule peut percer la coque du vaisseau ou arracher un des panneaux solaires. Il y a 2000 satellites actifs qui tournent autour de la Terre. 3000 autres ne fonctionnent pas, mais continuent leur voyage dans l'espace. Et ce n'est pas tout. Dans l'espace, il y a 100 millions de débris dont la taille ne dépasse pas 1,26 cm. C'est nous qui les avons envoyés là. Au moins 34 000 particules de la taille de ton smartphone et plus encore. Même le plus petit morceau peut détruire la combinaison d'un astronaute, son équipement ou des zones non protégées de l'ISS. Une simple vis qui vole à 40 fois la vitesse d'un jet est un dangereux projectile. Surtout dans l'espace. Pourtant, l'ISS est sûr. Le rembourrage la protège contre les impacts de petits objets. Pour les plus gros, c'est plus difficile. Mais les scientifiques ont trouvé un moyen de s'en occuper aussi. Un périmètre de sécurité a été créé autour de l'ISS. Imagine une boîte à pizza de 25 km de long et de 4 km de large. La station spatiale est suspendue au centre de la boîte, et ses parois constituent les limites du périmètre. Les spécialistes de la NASA enregistrent chaque élément qui viole la frontière spatiale. Les scientifiques calculent la probabilité de collision. Si c'est dangereux, l'ISS commence à manœuvrer et évite l'impact. En 2020, la station a changé 3 fois de trajectoire de vol. Des centaines d'objets entrent dans l'atmosphère terrestre chaque année. La plupart brûlent avant de toucher la surface de la planète. Si les débris métalliques traversent l'atmosphère, ils finiront très probablement dans des terres inhabitées ou dans l'océan. Pourtant, des choses se produisent. Au petit matin du 22 janvier 1997, Lottie Williams se promenait dans un parc de l'Oklahoma. Dans le ciel de l'aube, elle a vu une boule de feu brillante. La femme a pensé qu'il s'agissait d'une étoile filante. Soudain, elle a senti quelque chose toucher son épaule.
Il s'agissait d'un morceau de métal de la taille d'une main. Le coup n'a pas blessé Madame Williams. Elle est la seule personne sur la planète à avoir été touchée par un débris spatial. Il s'agissait d'une partie du réservoir de carburant de la fusée américaine Delta II. La probabilité d'être touché par un débris spatial est minime. Un énorme kraken a plus de probabilité de ramper dans ta chambre qu'un morceau de satellite spatial de te frapper. Les débris sont invisibles parmi le flot de milliers de petites météorites. Elles bombardent l'atmosphère terrestre chaque jour. La plupart des roches sont brûlées dans celle-ci, et celles qui tombent sur notre planète sont invisibles. Le seul cas confirmé de rencontre rapprochée avec une météorite est celui d'Anne Hodges. En 1954, une roche spatiale a traversé le toit d'une maison et a frappé la femme à la cuisse. La météorite a laissé un trou dans le plafond et un bleu sur la jambe de Madame Hodges. Imaginons ce qui se passerait si un objet de la taille et du poids d'une boule de bowling volait vers notre planète. Naturellement, à la vitesse de la lumière. En 2 secondes, notre objet spatial ferait la distance entre la Lune et la Terre. La boule se briserait, mais aurait le temps de démarrer une fusion thermonucléaire. Ce processus libérerait des rayons X qui transformeraient l'atmosphère en une bulle de plasma. Elle se dilaterait constamment. Il n'y aurait aucun point d'impact des débris spatiaux sur la surface de la Terre. Elle n'aurait pas le temps d'atterrir, mais elle ferait beaucoup de dégâts. L'explosion dans l'atmosphère serait colossale. Le cataclysme transformerait une partie de la planète en un désert sans vie et provoquerait la destruction d'une partie de la croûte terrestre. En surface, des incendies, des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques se déclencheraient. Le Soleil est la principale source de lumière dans notre système solaire. La lumière de l'étoile atteint Pluton en 5 heures et 50 minutes. Mercure n'est qu'à 3 minutes et 20 secondes. Quant à la Terre, 8 minutes et 20 secondes suffisent. Si nous envoyons un vaisseau spatial vers Mars demain, il atteindra sa destination en 7 mois. Une fusée qui voyage à la vitesse de la lumière le ferait en 3 minutes. Nous ne pourrons jamais voler à la vitesse de la lumière. La plupart des vaisseaux spatiaux les plus modernes sont propulsés par des moteurs ioniques. Mais les scientifiques cherchent une alternative. Pendant des milliers d'années, les gens ont voyagé sur des bateaux à voile. Aujourd'hui, cette technologie est de nouveau d'actualité. Des ingénieurs suggèrent d'utiliser des voiles dans l'espace. Ils proposent d'attraper le vent solaire à l'aide de celle-ci. Une voile est installée sur le vaisseau spatial et des photons de lumière la frappent. Cela crée une pression qui pousse l'objet vers l'avant. L'idée la plus dingue à ce jour est de créer un moteur de propulsion externe à plasma pulsé. Son principe consiste à faire exploser des centaines de charges nucléaires derrière le vaisseau spatial. Le vaisseau avancerait grâce à leur onde de choc. Merci, mais non merci. Le moyen le plus scientifique de voyager dans l'espace est d'utiliser un moteur à distorsion. Dans ce cas, on pourrait voler plus vite que la vitesse de la lumière. Mais d'abord, nous devons construire un moteur qui déforme l'espace-temps et utiliser cette distorsion pour voyager dans l'espace. Et jusqu'à présent, on ne trouve cette technologie que dans les films et les bandes dessinées. Imagine, tu es un astronaute qui fonce à travers le cosmos dans ton vaisseau spatial dernier cri. Mais soudain, tu t'aperçois que tu es à court de carburant. Que vas-tu faire? Piégé au milieu de l'espace. Ce n'est pas comme s'il y avait des stations-service flottantes un peu partout. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas complètement coincé. Un vaisseau spatial ne s'arrêtera jamais réellement après être tombé en panne de carburant. Tout cela parce qu'il n'y a pratiquement pas d'atmosphère dans l'espace. C'est d'ailleurs de là que vient la phrase du film Alien « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Le son voyage par la vibration de minuscules atomes et molécules. Dans l'espace, où il n'y a pas d'air, il n'y a tout simplement aucun moyen pour le son de voyager. C'est la même chose pour notre vaisseau spatial. Comme il n'y a pas d'air, il y a aussi une absence totale de résistance à l'air. Les minuscules particules qui existent dans l'espace sont bien trop petites pour réduire l'élan du vaisseau spatial ou le faire reculer. Pour cette raison, la plupart des vaisseaux spatiaux éteignent leur moteur pendant la plus grande partie de leur voyage. Donc ne crois pas ces films qui montrent des vaisseaux spatiaux avec leurs moteurs allumés tout le temps. C'est complètement inexact. Contrairement au navire dans l'eau, un vaisseau dans l'espace n'a pas besoin d'une poussée constante pour continuer à avancer. Habituellement, son moteur n'est allumé que pendant de très courtes périodes. C'est non seulement pratique, mais cela permet aussi de faire des économies. Le carburant est très cher à transporter dans l'espace car il est lourd. C'est pourquoi les sondes spatiales essaient d'utiliser le moins de carburant possible. Elles en ont besoin lorsqu'elles partent de la Terre, puis à nouveau lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère. Cela se produit lorsqu'elles ont besoin de ralentir à leur retour. Alors que les voitures et les trains ont des freins, il n'est pas si simple d'arrêter un vaisseau spatial de façon brutale. Les moteurs sont nécessaires pour ralentir le vaisseau ou l'arrêter complètement.
Il s'agit d'allumer stratégiquement d'impressionnants propulseurs à l'avant. Cela crée la résistance nécessaire et réduit la vitesse du vaisseau spatial. Mais ce processus exige aussi des niveaux de précision très élevés. Un faux mouvement peut avoir des conséquences dramatiques. Actionne les propulseurs trop vite et le vaisseau spatial s'enflammera alors que tu rentres dans l'atmosphère terrestre à des milliers de kilomètres par heure. Voyager trop lentement peut aussi causer des problèmes car dans ce cas, tu pourrais rater complètement l'orbite de notre planète et passer bien au-delà de la Terre. Et la plupart des vaisseaux spatiaux n'ont pas assez de carburant pour tenter une seconde rentrée. Il faut donc éviter à tout prix de voyager trop lentement. Mais revenons à la question qui nous préoccupe. Cela signifie que tout véhicule avec un réservoir vide continuera à voyager à la même vitesse dans l'espace jusqu'à ce qu'il finisse par heurter quelque chose. Il n'y a tout simplement aucun autre moyen pour lui de s'arrêter. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle. Si tu flottes dans l'espace, il est assez peu probable que tes copains de la NASA organisent une mission de sauvetage. Cela semble un peu triste, mais c'est logique. Le temps qu'ils mettent en place une nouvelle équipe et trouvent un vaisseau pour venir te sauver, tu auras déjà voyagé si loin qu'il leur faudrait des années pour t'atteindre. Cela coûterait aussi une somme d'argent colossale. La NASA dépense en moyenne la somme faramineuse de 152 millions de dollars pour lancer un vaisseau dans l'espace. C'est autant que d'acheter 6 Lamborghini de luxe toutes neuves. Encore plus fou, il a fallu à la NASA environ 49 millions de dollars pour développer et lancer la première navette spatiale. Malheureusement, une fois que tu as quitté l'orbite de la Terre, il est presque impossible que tu puisses revenir sans carburant. C'est ce qui est arrivé à la sonde spatiale Dawn de la NASA en 2018. Lors d'une journée normale, le vaisseau spatial est tombé en panne de carburant. Il s'est alors retrouvé complètement bloqué au milieu de l'espace. Il a cessé de transmettre des signaux à la Terre, mettant fin à une mission de 11 ans qui avait pourtant établi un tas de records spatiaux. La sonde spatiale ne pouvait plus produire d'électricité car elle n'avait plus de carburant pour déplacer ses panneaux solaires afin de les orienter vers le Soleil. Et à ce jour, le vaisseau spatial flotte toujours quelque part dans l'espace, à l'état d'épave. Heureusement, Dawn n'avait pas d'astronaute à son bord. Le vaisseau spatial a commencé à se mettre en orbite autour de la planète naine Cérès, qui était l'objet qu'il étudiait à l'origine. Une orbite est une trajectoire incurvée autour d'une étoile, d'une planète ou d'une lune sur laquelle un objet est coincé. Mais la NASA est experte dans tout ce qui concerne les vaisseaux spatiaux. Alors comment ont-ils fait pour laisser un vaisseau tomber en panne de carburant ? En fait, il est très difficile de mesurer avec précision la quantité de carburant dont on aura besoin dans l'espace. Sur Terre, la gravité maintient tout le carburant au fond du réservoir, et on peut utiliser un capteur à flotteur pour mesurer à quel point le réservoir est plein. Mais c'est impossible dans l'espace, en raison de l'absence de cette gravité qui pèse normalement sur le carburant. À la place, une approche courante consiste à ajouter une poche d'air dans le réservoir de carburant qui est pressurisé avant le lancement pour pousser le carburant dans les conduites. Plus le carburant est utilisé, plus cette poche se dilate. Elle prend plus de place et maintient le carburant sous un niveau de pression adéquate. Cette pression est contrôlée, c'est ainsi qu'ils peuvent savoir combien de carburant il reste. Comme tu le vois, c'est beaucoup plus compliqué qu'ici sur Terre. Mais disons que des astronautes soient à bord d'un vaisseau spatial qui n'a plus de carburant. Combien de temps pourraient-ils survivre ? Eh bien, cela dépend de la quantité de nourriture et d'eau à bord. La NASA calcule généralement la quantité exacte de nourriture dont les astronautes ont besoin pour leur voyage afin d'éviter d'ajouter du poids supplémentaire au vaisseau spatial. Mais la bonne nouvelle est que cette nourriture peut techniquement être rationnée et que sa consommation peut être étendue. C'est parce que la nourriture des astronautes est conditionnée dans un emballage spécial qui l'empêche de se gâter. Il n'y a pas de réfrigérateur à bord des vaisseaux spatiaux. La nourriture est présentée dans des sachets transparents et souples qui peuvent être ouverts avec des ciseaux. Tous les aliments sont pré-cuits et transformés, ils n'ont donc pas besoin d'être conservés dans un réfrigérateur. Les seules exceptions sont les fruits et légumes frais. Ce sont les seuls aliments qui doivent être mangés rapidement car ils se gâtent. Aujourd'hui, les astronautes travaillent aussi avec des nutritionnistes pour pouvoir choisir les aliments qu'ils aiment et qu'ils auront plaisir à manger. Ils peuvent choisir parmi tout un tas de produits dont la soupe aux champignons, les pâtes au fromage, le poulet, le bœuf, le jambon, les noix et même de délicieux biscuits. Le cocktail de crevettes est apparemment le préféré des astronautes en raison de son goût épicé. Les boissons aromatisées existent aussi sous forme de poudre, tout comme les sachets de Kool-Aid ou de café instantané que tu as dans le placard de ta cuisine. Il est intéressant de noter que les astronautes déclarent souvent ne pas avoir faim dans l'espace. Il est donc peut-être plus facile qu'on ne le pense de rationner la nourriture. Mais si l'on peut faire durer la nourriture, qu'en est-il de l'eau ? Transporter quoi que ce soit dans l'espace coûte très cher.
Et l'eau est assez lourde, donc son transport coûte encore plus cher. Pour cette raison, les réservoirs d'eau ne peuvent pas être constamment expédiés dans l'espace. À la place, les astronautes ont un système d'eau très complexe. Il permet d'extraire chaque goutte de liquide sûr et disponible de l'environnement. Cela implique de recycler l'eau usagée. Cela signifie que nos copains de l'espace boivent de l'eau qui a été filtrée à partir de l'eau de la douche, de leur respiration, des piles à combustible du vaisseau spatial, de la sueur, etc. Mais ne t'inquiète pas, cette eau est potable et est même meilleure que la plupart des eaux qui sortent des robinets. L'eau d'un vaisseau spatial passe d'abord par une série de filtres, en commençant par celui qui élimine les particules et les débris. Ensuite, elle passe par des lits de multifiltration contenant des substances intelligentes qui éliminent les impuretés. La dernière étape permet de se débarrasser des composés nocifs et de détruire les bactéries et les virus. Il existe aussi des réserves d'eau en cas d'urgence. Par exemple, la Station spatiale internationale a environ 2400 litres d'eau dans ses réserves, juste au cas où. Mais qu'en est-il de l'approvisionnement en air ? La principale source d'oxygène à bord des vaisseaux spatiaux provient d'un procédé appelé l'électrolyse de l'eau. C'est un système étonnant qui utilise l'électricité des panneaux solaires du vaisseau pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Mais comme nous l'avons vu avec la navette Dawn de la NASA, sans électricité, il est assez difficile d'orienter les panneaux solaires vers le Soleil, ce qui signifie que le système d'oxygène s'arrêterait probablement. Mais il y a quand même de l'oxygène stocké dans un réservoir pressurisé. Il s'agit d'une réserve de secours conçue en cas d'urgence. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là ? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure.
Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14,0 fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles, eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir ? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même.
Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie.